Salut à tous, bienvenue sur Increase Your Capacity, le podcast où l'on parle de développement chez les jeunes sportifs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Paulina. Enfin d'ailleurs, on a eu vraiment du mal à savoir. Paulina, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi je m'appelle Paulina Supio-Barré, je suis orthoptiste et je travaille dans la métropole lilloise. Je suis libérale du coup depuis 3 ans et je suis spécialisée dans les troubles neurocognitifs des enfants et j'ai aussi suivi une formation sur sport et vision, en fait, du coup pour répondre aux besoins visuels des sportifs. D'où ma venue vers toi justement là, sur ce sujet. Je voulais savoir, orthoptiste, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Moi, par exemple, j'avais un problème à l'œil et c'est là mon médecin qui m'en a parlé, mais je trouve on entend très rarement parler de vous et de votre travail. Est-ce que tu peux expliquer réellement, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le métier d'orthoptiste? Alors, en fait, en France, dans la filière visuelle, il y a 3 grands acteurs. Il y a les ophtalmos, donc qui sont médecins de l'œil, les chirurgiens. Il y a les opticiens, qui sont là vraiment pour s'occuper de l'équipement optique. Et il y a nous, les orthoptistes, où notre fonction principale, c'est justement de s'occuper de la fonction visuelle. Donc nous, notre travail, il brasse en fait des examens d'exploration visuelle à la rééducation, au dépistage, à la réadaptation quand il y a une baisse de vision, etc. Donc nous, on englobe vraiment la fonction visuelle en tant que telle. Ok. Et d'où est venu d'où est venu le fait de vouloir faire ce métier? Alors, moi, j'ai suivi des séances de rééducation orthoptique quand j'avais 13 ans. Et je trouvais que l'orthoptiste chez qui j'allais, elle était vraiment patiente. Elle avait plein de petits exercices amusants pour rééduquer. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce que finalement, on peut faire un travail en profondeur avec des enfants en les intéressant et sans que ce soit une corvée d'y aller. Enfin, je me souviens vraiment que j'avais plaisir à y aller. Et depuis mes 13 ans, moi, j'ai toujours voulu devenir orthoptiste. Je me suis jamais posé la question de faire autre chose. Ok. Est-ce que tu pratiques toi-même du sport à côté? Oui, alors moi, je fais de la course à pied. D'accord. J'ai fait beaucoup de danse. Et puis, je fais de la natation. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un peu en stand-by avec le contexte sanitaire, mais à la base, je suis quand même plutôt sportive. Et j'adore aussi la randonnée. Donc là, tout ce qui est sport de montagne, ça, je suis fan. D'accord. On a fait le tour un peu des présentations. Je voulais que tu viennes sur ce que tu fais donc par rapport avec les jeunes. Déjà, les jeunes qui viennent te voir, de ton point de vue, qu'est-ce que tu remarques qui est important chez eux? Quels sont les troubles importants que tu vois? Alors, moi, ceux qui sont adressés vers moi, comme je suis spécialiste du coup dans les troubles des neurocognitifs, il y a beaucoup de dys, donc tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Donc ça se retrouve dans les troubles des apprentissages. Et c'est vrai que je trouve que les enfants, ils sont mal accompagnés parce que on teste leur vue, on leur dit qu'ils ont 10 sur 10, donc tout va bien. Mais en fait, pas du tout. Il faut que la stratégie visuelle derrière, elle soit bonne. Il faut que la vision du relief, elle soit bonne. Il faut que la vision des couleurs, elle soit bonne. Donc ça, c'est pas forcément des choses sur lesquelles on peut intervenir, mais ça a contrôlé. Parce que du coup, en cours, il peut y avoir une adaptation particulière. Et puis, il y a aussi pas mal de déséquilibres qu'on voit là sur les nouvelles générations, je les appelle comme ça, où ils sont énormément en fait sur les écrans. Et en cours, ils utilisent de plus en plus les TBI, donc c'est des tableaux blancs interactifs qui émettent une certaine luminosité. Ils sont peu finalement en rang. Des fois en classe, ils sont en U, donc ils ont plus la tête tournée. Donc en fait, il y a vraiment toute une organisation qui fait qu'au niveau de leur système visuel, qui n'est pas mature, puisque ça devient mature à partir de 12 ans, ça peut créer des déséquilibres et du coup, ça peut ne pas les aider. Et donc, tous ceux qui présentent en plus un trouble des apprentissages, alors là, ça devient vraiment très compliqué pour eux de suivre en cours. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et pour moi, tiens, ce que c'est qu'un trouble neurocognitif? Donc, les troubles neurocognitifs, c'est tout ce qui va perturber le développement de l'enfant.
mais on sait que l'origine, elle est cérébrale, en fait. Ça vient de la cognition, du traitement de l'information. Ok. Par exemple, un dyslexique, il va pas lire comme nous. Il va y avoir ce qu'on appelle des rétrosaccades. Donc nous, normalement, quand on lit, on va de gauche à droite. D'abord, syllabe par syllabe, quand on apprend à lire, et puis après, on englobe le mot. Et par notre champ de lecture, on arrive vraiment à retrouver le mot et à lire de plus en plus vite. Les dyslexiques, ils vont en fait toujours revenir un petit peu en arrière. Donc, ils ont en gros les yeux qui font un petit peu ce qu'ils veulent, mais leur cerveau qui doit capter l'info, la traiter. Et donc, ça freine en fait le développement normal des apprentissages. Je mets des guillemets parce que les enfants sont tous tous les enfants sont particuliers, ils ont leur rythme, mais les troubles neurocognitifs, c'est vraiment dans la gestion en fait de l'information. Ok. Et donc, les jeunes que tu as, souvent, tu remarques qu'ils ont ce problème-là. Ce problème-là. Après, j'en ai d'autres, excuse-moi, du coup, je ne te l'ai pas encore dit, mais qui viennent parce que, par exemple, ils se foulent beaucoup la même cheville ou ils ont toujours une douleur localisée. Et donc là, en fait, on sait, par le posturologue qui fait un bilan complet, qu'il y a ce qu'on appelle l'entrée podale, donc au niveau des pieds, l'entrée visuelle qui peut être perturbée. Et donc là, moi, j'interviens à ce moment-là. Ok. Comment du coup, tu fais des tests pour savoir ce qui se passe, quel est le problème. Et je veux dire là, par exemple, un parent, comment il peut savoir, lui, que tiens, ça vient de là? Il est obligé d'aller. C'est le médecin généraliste qui va l'emmener. Okay. En fait, quand l'enfant présente des difficultés particulières dans les acquisitions des apprentissages ou dans son développement psychomoteur classique, là, normalement, le rôle du médecin, c'est justement de faire des bilans pour essayer de brasser le plus de possibilités, quoi. On va tester, donc l'enfant va vraiment voir du coup l'orthophoniste, l'orthoptiste, il va chez le psychomote, il va chez du coup le podologue, il va chez l'ophtalmo pour vérifier la qualité de la vue, il peut même faire des fois des bilans allergiques, enfin vraiment il y a plein de choses qui sont faites, qui sont mises en place pour pouvoir guider les parents. Mais ce que je remarque, c'est que nous, quand même, en orthopsie, on est un peu la 5e roue du carrosse, quoi. On pense à nous en dernier, quand parfois il y a des enfants qui ont déjà fait des IRM cérébraux parce qu'ils avaient mal à la tête, alors que clairement, en fait, ça venait que des yeux. Enfin voilà, donc il y a des choses, des fois, ça prend des proportions énormes et on perd du temps parce que d'avoir des examens lourds à passer, il y a toujours des délais d'attente. Et donc nous, on n'est pas encore, on n'est que 4000 en France, donc ça commence un petit peu, 4 ou 5000, mais ça commence à se démocratiser, mais on n'est pas encore trop connu, je trouve, des médecins. Donc nous, souvent, on intervient en dernier. J'avoue, ça rejoint un peu ce que je disais en début, c'est-à-dire que vous, on ne vous connaît pas vraiment dans le milieu on pense au kiné, on va penser au podologue, allez, on va penser à l'ostéo, mais on ne pense pas à l'orthoptiste et c'est quelque chose qui est vraiment pas ancré pour l'instant. On ne vous connaît pas du tout. J'ai l'impression autour Après, c'est aussi normal, c'est parce que ça fait pas si longtemps. Par notre profession, elle a émergé vraiment après la Seconde Guerre mondiale, donc historiquement, on n'est pas très très vieux non plus, on va dire. On a moins de 100 ans. Et puis, il y a aussi le fait que, comme on n'est pas beaucoup à être formé par an, et ben forcément, sur le marché du travail, en fait, on n'est pas beaucoup non plus. Et puis, il y a beaucoup d'orthoptistes maintenant qui sont salariés des ophtalmologistes, ce qui fait qu'en fait, on est quand même encore un peu dans l'ombre de l'ophtalmo et on n'est pas encore, nous, complètement mis en avant. Ok. Et tu me disais que tu avais fait une formation sport et vision, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Et ben, en fait, c'est assez rigolo parce que du coup, en orthopsie actuellement, on a beaucoup d'offres de formation continue. Donc, on est obligé, en fait, chaque année de suivre une formation pour continuer de se former. Et puis, en ortho pur, quand moi je l'ai fait, il n'y avait pas de formation, en tout cas sport et vision. Et je l'ai trouvé du côté des opticiens. Okay. Donc, voilà. Donc, j'ai suivi une formation à l'Institut des sciences de la vision de Saint-Étienne sur 3 jours. D'accord. Et où là, j'étais avec 2 opticiens d'ailleurs.
qui se formaient. Parce qu'en fait, au niveau de la prise en charge du sportif, c'est particulier. Le sportif, c'est comme l'enfant, avoir 10 sur 10, ça suffit pas. Et pour être très performant, ne serait-ce qu'en match, il faut savoir réagir s'il y a une différence de contraste, l'éblouissement. Si le ballon il sort du champ de vision, mais en fait, je sais où est mon coéquipier sans regarder. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Et donc, j'avais déjà un petit peu l'intuition de ce qui était à travailler, mais je voulais une assise scientifique prouvée derrière. Donc, c'est pour ça que j'avais suivi la formation et qui est vraiment très, très intéressante. Ouais, c'est vraiment chouette. Mais je trouve que c'est particulier parce que si on n'est pas déjà dans le cadre de comprendre comment fonctionne le système visuel de l'homme, c'est un peu compliqué, je pense, de mettre en place des choses sans être délétère finalement pour l'athlète ou pour l'enfant qu'on suit d'ailleurs. Ok. Et justement, est-ce que tu pourrais venir sur le sport et le système visuel? Parce que peut-être qu'il y a des parents ou des coachs qui ne comprennent peut-être pas le rapport sur pourquoi parler de ça et que ça peut vraiment aider les jeunes. Est-ce que tu peux déjà expliquer le système visuel, puis après on viendra sur le reste. Ok. Alors au niveau du système visuel, on a donc le capteur de l'information qui est l'œil en tant que tel. Donc c'est sensoriel. Cette information, elle est traitée par le cerveau. Donc il y a la moitié de l'image, grossièrement, on va dire, il y a la moitié de l'image droite, la moitié de l'image gauche qui sont fusionnées, etc. par le cerveau. Donc en fait, il y a un croisement au niveau des hémisphères cérébraux qui se fait. Et ça, il faut que ce soit acquis. Et cette fusion par le cerveau des deux images, elle permet d'avoir une vision, ce qu'on appelle binoculaire, donc c'est avec les deux yeux, et une vision stéréoscopique, donc c'est vraiment l'impression, le relief, la qualité du relief. Donc ça, c'est important que ce soit bien développé, parce que par exemple, il y a des enfants ou même des adultes, qui ont des tout petits strabismes qui ne se voient pas. Donc cette vision-là, elle est perturbée, forcément. Donc leur appréciation des distances, elle est biaisée, en fait. Donc ils doivent fournir des efforts de compensation encore plus s'ils veulent atteindre un niveau satisfaisant pour performer. Ça peut être des choses qui freinent, en fait, au niveau des jeunes. Donc c'est pour ça que le bilan orthoptique, le bilan ophtalmologique, il est ultra important, parce que ça permet de vérifier ça. Et puis, dans un second temps, autour de l'œil, on a 6 muscles qui permettent en fait de bouger les yeux dans tous les sens au même moment, il faut que ce soit exactement de la même distance. Bien coordonné, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une super coordination. Il faut que le cerveau traite cette info du coup en même temps qu'il capte lui l'information visuelle. Donc il y a tout un équilibre. Il faut veiller à cet équilibre-là. Je suppose que le système visuel, on va dire, devient de plus en plus précis à travers l'âge. Alors, oui et non. Ok, justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu peux nous dire si, par exemple, je pourrais dire chez les 6-9, le système visuel il est un peu plus comme ça, et puis ça évolue ou pas? S'il y a un truc avec la croissance, par exemple. Ouais. Alors, il y a un âge charnière. Alors, on se dit qu'à 5 ans, l'enfant doit avoir 10 sur 10. Donc, voilà. S'il n'a pas 10 sur 10 avant 5 ans, alors on fait une occlusion. Et donc, c'est des petits caches qu'on met sur un œil. C'est le traitement de l'amblyopie pour essayer de rattraper si c'est possible. Donc, voilà, ça, c'est l'idée. Et quand je dis 10 sur 10, c'est avec ou sans lunettes. D'accord. Avec l'équipement optique, on a peut-être des fois besoin de lunettes et c'est tout, il faut l'accepter. Mais voilà, il faut... à 5 ans, c'est ça. Il faut que l'enfant il ait 10 sur 10. À 12 ans, il doit avoir une vision des couleurs complète, normale. Il doit avoir un champ visuel périphérique. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on fixe, on voit le central et puis après, on se décale et à un moment donné, on ne voit plus. Ce champ visuel-là, il est acquis normalement vers 12 ans. Et puis, il y a la vision stéréoscopique, dont la qualité, la profondeur des images aussi, qui est mature à 12 ans. D'accord. Donc, je dirais que de la naissance jusqu'à 12 ans, toute l'expérience visuelle, elle compte parce qu'elle contribue, en fait, à la construction de la fonction visuelle pour plus tard.
Après, s'il y a des choses qui bougent, c'est un peu plus compliqué de remédier. Voilà. Si on perd un peu sur un œil, enfin, il y a toujours une possibilité de réadapter, mais c'est moins facile parce que du coup, la plasticité cérébrale, elle diminue aussi. Donc, en fait, on peut un peu moins intervenir quand même. Et puis, à 20 ans, troisième âge charnière, on dit qu'on doit avoir 20 sur 10. En fait, 10 dixièmes, c'est la norme. Voilà, ça, c'est la norme. Après, on peut être largement au-dessus. À 20 ans, on est à 20 dixièmes. Et après, on continue. Et après, on régresse jusqu'à 40 ans. Et puis après, à 40 ans, on commence à perdre la vision de près. Et puis après, c'est les lunettes de presbytie. Ok. Voilà. Donc, je dirais que les enfants ont besoin, en fait, je dirais, du coup, pour répondre à tes questions sur les 6-9 ou les 9-11, je sais plus ce que tu m'avais dit, Ouais. mais il faut vraiment jouer sur tout ce qui va venir dans le champ de vision, coloré. On peut vraiment se lâcher là-dessus parce que du coup, eux, ils vont se créer une super expérience visuelle grâce à ça. Ok, donc augmenter les couleurs, mais que ça reste dans leur champ de vision. Oui, mais même de mettre des choses un peu hors champ, mais que eux puissent finalement, par un petit mouvement de tête, comprendre que c'est là. Ok, voilà. D'accord. Parce que normalement, les yeux bougent avant la tête. Quand il y a une info, on va d'abord bouger les yeux et aller voir après ce pourquoi il y a une appétence visuelle. Mais après, il y a le reste du corps aussi qui est guidé. Donc, tout ça, ça peut être mis en place facilement chez les petits. Ouais. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux venir maintenant, c'est sur le sport, justement, et le système visuel, et que du coup, ça a une très, très grosse importance, et on s'en rend peut-être pas compte dans le sport. Oui. Alors, pour un sportif, un athlète de tout niveau d'ailleurs, l'information, le traitement de l'information, du coup, est hors pour les personnes qui présentent un handicap, mais il est visuel. La première entrée, ça va être visuel. Donc, même un marathonien, par le visuel, il va pouvoir anticiper sa foulée, il va pouvoir mettre plein de stratégies en place pour continuer d'être performant dans ce qu'il fait. Donc, j'ai oublié ta question. Pas de souci. Je disais, par exemple, on pourrait prendre à l'adolescence, chez les sportifs à l'adolescence ou même chez l'adulte, mais expliquer qu'il y a vraiment un gros impact de la vision dans le sport. Oui, voilà, oui. Excuse-moi. Oui, donc voilà. Donc en fait, comme l'entrée visuelle, elle est super importante parce qu'elle permet d'anticiper tout, c'est elle qui va dire, enfin, c'est le cerveau qui va dire, alors là, j'ai vu ça, là, il y a ça, après, il y aura ça plus loin, mais j'ai vu qu'il y a peut-être un éblouissement qui peut arriver par là parce qu'il y a quelqu'un qui va passer avec un miroir. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer sur la scène visuelle. Ce traitement de l'information, nous, on n'en a pas conscience, hein. Il se fait automatiquement. Et du coup, le cerveau va dire, ça, c'est important comme élément, ça, c'est pas important comme élément. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est jamais que la reconstruction de ce qu'on a capté, en fait. C'est le traitement de l'information par le cerveau qui permet de dire ça, c'était important à voir, et ça, je trouvais que c'était pas important à voir. Ce qui explique, par exemple, que dans les accidents de voiture, très, très souvent, la phrase bateau du conducteur en faute, c'est de dire, je l'avais pas vu. Ouais, il l'avait pas vu. Parce que s'il y a une biche qui passe à ce moment-là, mais qu'en fait, c'était pas normal qu'il y ait une biche, le cerveau, le temps qu'ils se disent, la route, elle est toute droite, tranquille, mais il y a un truc qui se passe, et en fait, il est déjà trop tard parce qu'on a réagi trop tard. Donc, en fait, l'idée pour les sportifs, c'est vraiment qu'ils arrivent à anticiper ça et être de plus en plus conscients de ce qu'ils voient pour du coup que le cerveau leur donne des informations très riches. Oui, en gros, si par exemple un sportif ou un jeune sportif a on va dire, je sais pas, par exemple, les muscles au niveau des yeux qui est pas assez coordonné, du coup, ça va créer un retard dans sa réflexion. Et donc, du coup, derrière, dans sa performance, que ce soit dans n'importe quel sport, va être décalé. Donc, c'est ça. Justement, il y a des risques de blessures qui peuvent arriver parce que il a mis le pied trop tard ou il s'est adapté trop tard, en fait. Exactement, oui. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi sur l'aspect posturologique où l'œil fait partie des 3 capteurs qui permettent notre proprioception.
Donc en fait, si on a un muscle effectivement qui fonctionne un peu moins bien, on va pouvoir peut-être avoir une petite attitude de tête, mais juste d'avoir un peu la tête tournée, en fait, on a tout le corps qui va essayer de le compenser. Et donc en fait, ça peut créer vraiment des déséquilibres, mais très profonds. Ouais, du coup, ouais, ça va avoir un gros impact après sur les blessures ou des. Exactement. Ouais. Ça peut être pareil pour la gymnastique. Je vois des fois, il y a des gens qui font des tractions et ils sont décalés. Et en fait, c'est parce que leur tête est déjà décalée au démarrage. Ouais. Je pense que c'est ça. Ok. Ça peut venir des yeux, après ça peut venir de plein d'autres choses, mais oui, non, mais il y a vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il y a un bilan qui est à faire, mais approfondi. C'est pas juste de dire t'as 10 sur 10 alors tout va bien. C'est pas du tout suffisant de dire ça. Il y a plein de choses, de paramètres à vérifier. Oui, et donc du coup, ça pourrait. Enfin, même on parle des sportifs et je parle par exemple pour ceux qui sont en pôle espoir, donc c'est 14-15 ans. Des bilans orthoptistes peuvent être très intéressants pour voir justement où est-ce qu'ils en sont et que plus tard, quand ils auront, je sais pas moi, 20 ans ou qui seront des sportifs, on va dire, de plus adultes, qu'il n'y ait pas un décalage là-dessus en fait. Oui, c'est ça. Cool. Ouais. D'ailleurs, moi, l'année dernière, ou il y a 2 ans, non, il y a 2 ans maintenant, j'avais une jeune du Krebs de Wattignies, une jeune basketteuse, et en fait, elle avait été envoyée parce qu'elle s'était blessée et que finalement, le kiné et l'ostéo, ils avaient dit, en fait, au niveau visuel, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, des fois, ça peut freiner, en fait, vraiment toute une chaîne après, parce que quand ils sont déjà en sport-études, c'est pas pour, c'est pour performer. Voilà. Donc des fois, c'est un petit réglage à faire, parce qu'en plus, en orthopsie, on n'a pas beaucoup de séances. Enfin, une rééducation classique, c'est 12 séances, entre 12 et 20. Donc, ça se fait quand même bien. Et ça vaut le coup, je pense, d'ancrer les choses, surtout pour les jeunes. Parce que s'il y a un petit déséquilibre à faire, eux, ils ont une plasticité cérébrale géniale, donc après, ils vont pouvoir être super performants pour le reste, quoi. Est-ce qu'il y a des exercices que les entraîneurs ou les parents peuvent mettre en place juste pour on va dire, travailler un petit peu régulièrement le travail des yeux, des trucs assez simples à mettre en place, on va dire, pas forcément très poussés? Alors, il y a quelque chose de très très simple à mettre en place, mais d'abord, je vais dire avec un avertissement, c'est qu'il faut être sûr que la vision derrière, elle soit normale, parce que s'il y a un microstrabisme, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ça peut décompenser une vision double tout le temps, permanente. Okay. Donc ça, c'est pire que d'être performant en sport. Hein. Donc, il y a quand même... moi, je pense qu'il faut toujours faire bilan ophtalmo, bilan ortho avant de se lancer dans de l'auto-rééducation au niveau des yeux, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas conscience et il faut que ce soit vérifié. Et une fois que ça s'est dit, en Amérique du Nord, ils travaillent beaucoup avec la corde de Brock. La corde de Brock, c'est tout bête, c'est une corde de plus d'1 mètre, 1,50 m ou 2 mètres, avec 3 perles. Et en fait, on va régler la distance entre les perles. Et puis, du coup, on va pouvoir essayer à chaque fois de loucher. Et ça va permettre de travailler la convergence à plusieurs, à plusieurs de distances. Et en plus, de travailler en même temps ce qu'on appelle la fixation. Enfin, du coup, l'accommodation. Donc, c'est la capacité à voir net immédiatement en ayant fourni le bon effort visuel, le bon effort musculaire. D'accord. Alors ça, ils le font beaucoup. Ils le font beaucoup en Amérique du Nord. Il y a des vidéos assez rigolotes d'ailleurs sur YouTube, puisqu'on voit les gros baraques avec leurs petites cordes. Ils font leurs exercices. Mais ouais, non, ça c'est. Je dirais que ça c'est ce que je peux donner facilement à faire à la maison une fois que j'ai vérifié que tout va bien. Ça c'est assez facile. Et après, il y a tout ce qui va être du coup discrimination visuelle. Donc là, au niveau des jeux de société, il y en a énormément. Voilà, tout ce qui va permettre de travailler la mémoire, des choses comme ça. J'avais vu un truc avec une pointe de stylo, il me semble. Mais je me souviens plus, c'était une histoire de regarder toujours la bille, il me semble, du stylo. Donc de se faire loucher, ouais. Oui, voilà. Donc il faut l'avoir loin et le rapprocher et toujours regarder la pointe de la bille, c'est ça? Voilà. Alors de le faire comme ça revient pareil à la corde de Brock. En fait, c'est vraiment l'idée de travailler la capacité de convergence associée à l'accommodation, donc vision nette. Après, de le faire en latéral comme ça, c'est ce qu'on travaille en fait les poursuites. Maintenant, ce qui est un petit peu biaisé,
c'est que quand on le fait, le cerveau est aussi guidé par le fait que notre main, elle donne une info. Et oui. Une info, voilà. Donc en fait, le mieux, c'est de pas le faire soi-même. D'accord. Parce que sinon, en fait, on sait ce qu'on va faire. Et du coup, voilà. Ok. Voilà. D'accord. Mais ça pourrait être des choses que, par exemple, ils pourraient mettre en place dans des temps de récupération, au mieux que, je sais pas moi, le jeune soit sur le banc à attendre comme ça. Peut-être Ah faire oui, bien un sûr. peu de travail comme ça pour renforcer, on va dire, et le rendre plus précis dans ses gestes aussi, Oui, ou oui, plus oui. rapide. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travaillait un petit peu avec des jeunes. C'était en temps de récupération, justement, pas en temps de récupération, mais ceux qui attendent leur tour sur le banc, en fait. Ceux qui sont sur le Ouais. banc et puis qui attendent de pouvoir remplacer. Et ben, en fait, c'est d'avoir conscience de ce que je fais. Et du coup, tu es là, tu es présent. Et après, t'y es, quoi. Ouais. Parce que sinon, de rentrer sur le match, mais en fait, d'avoir le visu un peu vague, de pas avoir été concentré pendant peut-être la demi-heure où t'as pas joué, bah, ça peut être plus dur pour toi, du coup, d'être performant tout de suite. Alors que si t'es ancré, t'es concentré, tu sais ce que tu fais, et ben là, du coup, tu peux être plus performant. Ok, ben, je te remercie beaucoup de toutes ces réponses. Moi, ça m'aide beaucoup. Je voulais savoir s'il y a un sujet que tu veux aborder et qu'on n'a pas abordé jusque-là. Non, un sujet qui serait intéressant, du coup, c'est avec tous ces jeunes qui présentent un handicap particulier. C'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'études, donc c'est plutôt un appel aux autres professionnels voilà, de toutes les branches confondues. Mais je pense que là, ça peut être super aussi de mettre des choses en place pour les accompagner, parce qu'au niveau du sport, il y a plein de choses qui sont possibles. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est multidisciplinaire, quoi. C'est les différentes approches, c'est de faire des prises en charge globales, c'est de travailler avec les orthophonistes, avec les kinés, les podologues, les Un ostéopathes. staff, Donc, que tout le monde se réunisse voilà. un peu et Voilà. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu parce qu'on parle beaucoup des enfants qui sont déjà, en fait, en bonne forme, on va dire, et puis qui peuvent, qui ont les compétences, quoi. Mais je trouve que c'est un petit peu délaissé pour l'instant au niveau de la première scène, le devant de la ouais, scène. Tous ceux qui ont quelque chose qui cloche un peu et du coup, on sait pas trop quoi faire, quoi. Au ouais, final, je trouve j'avoue. nous, professionnels, on évite, il y a une particularité, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Et donc, je trouve que ce serait intéressant de mettre en place ça. Je suis d'accord. Et j'ai une question, c'est par rapport à la situation actuelle. Est-ce qu'il y a plus de problèmes visuels, dans le sens où les jeunes sont de plus en plus sur des ordinateurs à cause des cours en ligne et pratiquent moins d'activité physique? Est-ce que toi, par rapport à ton boulot, euh, tu as vu des choses qui ont changé? Ah oui, là, depuis un an, y a pas photo. J'ai des très, très bons sportifs, des ados qui sont très, très sportifs, qui viennent parce qu'ils ont des douleurs dans le dos, dans les cervicales, parce qu'ils sont en visio toute la journée. Donc, en fait, le corps se tasse. Ils ont plus, du coup, leurs entraînements. Et en plus, le fait de rester fixe sur l'ordinateur fait que leur convergence et leur accommodation, elles sont tout le temps maintenues. Ils n'arrivent plus à relâcher. Et donc, Hmm. c'est ce qui peut déséquilibrer le système. Et du coup, ça s'appelle l'insuffisance de convergence. Donc après, c'est des jeunes, enfin, des patients qui ont des maux de tête. Et ils ont mal à la tête, ils ont mal au cervical. Du coup, ils ont juste envie de rien faire. Parce que c'est pas quand on a mal quelque part qu'on a envie de bouger. Donc Ouais. oui, là, on se rend compte vraiment. Mais sinon, à échelle plus globale, depuis quelques années, on remarque qu'il y a plus de tendances myopiques chez les jeunes, Ok. puisque naturellement, donc la myopie, c'est quand on voit pas de loin. Et en fait, cette nouvelle génération, elle est beaucoup plus, elle est moins dehors, quoi, simplement. Donc en fait, ça commence à modifier et à créer un défaut de vision qui nécessite après des soins, correction optique, ce genre de choses. Donc ça, on s'en rend compte aussi. Ok. 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 Très bien. Je On va passer aux questions de fin, si ça te va pour toi. Ouais, Ouais. très bien. Je voulais savoir si tu as un livre à conseiller ou une chaîne YouTube ou Instagram à suivre.
Mhm. Deux. Alors, au niveau du bouquin, moi, je suis très inspirée par Jack London, par L'Appel de la forêt. Parce que je trouve que c'est un livre dans lequel on suit, enfin, je trouve pas d'ailleurs, c'est un livre dans lequel on suit Beck, qui est un chien. Et en fait, on le suit à travers tout ce que la vie lui réserve en aléas et en surprises. Et je trouve que c'est une belle leçon d'humilité d'abord, d'adaptation en fait, parce qu'il s'adapte tout le temps à son environnement pour continuer à avancer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est un livre que j'aime bien. Et puis après, au niveau de la chaîne YouTube, il y a Crystal Hates. Alors, je sais pas trop comment ça se dit son nom de famille, la pauvre, mais elle fait des vidéos sur le yoga, sur plein de choses qu'elle teste. Et je trouve que c'est une sportive qui donne la pêche en fait. Et elle est pas du tout. En fait, elle donne envie d'y aller. Voilà. Ok. Je trouve que elle a une approche complètement différente et elle est vraiment. Quand on veut, on peut. Je trouve que c'est un peu parce que de ce que j'ai compris de sa biographie, c'est qu'elle a commencé très tard tout ce qu'elle fait au niveau du sport et elle a un niveau génial quoi. Donc elle est inspirante. Je trouve que moi j'aime bien suivre ses vidéos. Elle est marrante, elle est détente, elle est nature, elle est top. Ok. J'avais une autre question. Une personne que tu aimerais écouter prochainement dans le podcast? Oui, alors ça naturellement, moi j'ai pensé à Ludovic Maillard, qui a fondé 5 majeurs en 2017. 5 majeurs, c'est une offre d'accompagnement du développement des structures sportives et aussi de l'accompagnement du sportif. En fait, peu importe son niveau, que ce soit un débutant ou un athlète confirmé. Et lui, il fait du coup tout ce qui est gestion du stress, préparation à la compétition, etc. Et Ludovic, c'est vraiment lui qui m'a permis de comprendre comment fonctionne le monde du sport, parce qu'en tant que professionnel de santé, en fait, quand on n'est pas dedans en pro, c'est très compliqué de comprendre un petit peu les enjeux politiques, ce genre de choses. Et donc, il y a 2 ans, il avait mis en place les repas du jeudi. Donc, en fait, un jeudi par mois, on se retrouvait avec différents intervenants, tous du sport. Et il y en a un qui présentait du coup son activité. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial. Donc, ouais, je trouve que je lui rends l'appareil. Si tu peux l'interviewer, je pense qu'il sera content. Bah, j'ai noté, j'ai noté. Et est-ce que tu as un exo ou une séance que tu aimes bien faire avec les jeunes? Ouais, alors moi j'adore travailler la discrimination visuelle. Donc j'utilise le lynx. Donc c'est un plateau avec plein d'objets du quotidien. Donc on travaille les couleurs, la reconnaissance d'objets, enfin vraiment c'est super. Et puis du coup l'enfant pioche des petites pastilles. Sur ces pastilles, il y a un des objets et il doit les retrouver en fait. D'accord. Donc ça c'est génial parce qu'au départ, donc moi je travaille ça dans le cadre des apprentissages, mais au départ ils ont du mal parce que l'information visuelle est explosive, quoi. Il y a beaucoup de choses à comprendre, à traiter. Et puis au fur et à mesure, ils arrivent et alors ils sont trop contents et ça j'adore. C'est mes séances préférées. Et puis moi ça me permet aussi de jouer entre guillemets avec eux, quoi. C'est vraiment plaisant d'avoir ce genre de moment avec les patients. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as laissé. Ça me fait vraiment plaisir. Et depuis le temps, j'avais vraiment envie de te poser toutes ces questions. Je te remercie d'y avoir répondu. Voilà. Je te dis, j'espère à bientôt pour peut-être d'autres podcasts où on ira peut-être un peu plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Salut. Salut. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt.